Bonjour à tous, Christian Marie, donc médecin animateur de la filière AVC. Je vous remercie tous de nous avoir rejoints. On va pouvoir enlever le masque. Voilà. Dans un premier temps, je tenais à excuser le professeur Emmanuel Touzé qui devait participer à ce webinaire, ne serait-ce que pour remercier l'ensemble des intervenants et les participants. Donc, je vous propose de débuter dès maintenant ce webinaire avec une présentation des différents intervenants qui participeront et qui feront cette présentation selon le programme qui avait été établi. Richard, tu peux commencer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Richard Macrez. Je suis médecin urgentiste aux urgences du CHU de Caen et au SAMU 14 et enseignant-chercheur à l'UFR Santé de Caen. Ok, Margot. Bonjour à tous, Margot Lefebvre, moi je suis neurologue au CHU de Rouen et je travaille dans le service de neuroradiologie interventionnelle, donc toujours au CHU de Rouen. Et enfin, docteur Meunier. Bonjour à tous, Pierre Meunier, donc je suis médecin de médecine physique et de réadaptation au CHU de Caen chez la population adulte et également je travaille en rééducation pédiatrique au CMPR La Clairière à Hérouville-Saint-Clair. Merci. Alors, ce que je vous propose pour la réalisation de ce webinaire, c'est que vous avez dans les conversations, vous pouvez poser toutes vos questions. Özlem Özgül, qui est donc médecin neurologue au CHU de Rouen, participe et organise aussi ce webinaire, et se chargera de récolter l'ensemble des questions auxquelles répondront les participants en fin de session, en dehors du docteur Richard Macrez, qui a des obligations et qui sera obligé de nous quitter après son intervention. Néanmoins, je vous invite tous à continuer à poser vos questions sur ce fil de discussion. On recueillera l'ensemble des questions et on refera un petit webinaire spécifique pour répondre à ces questions-là avec les 3 participants. Comme ça, vous aurez un petit fichier avec les réponses aux questions que vous aurez posées. Je vous propose de commencer dès maintenant, selon le programme, avec une première présentation sur les chiffres bas normands. Voilà. Donc, les données régionales bas normande pour l'année 2019. On va faire un petit point. Donc, un petit rappel, la basse Normandie compte 3,5 millions d'habitants, on a 22% qui ont plus de 65 ans. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, on a une population vieillissante en fonction des départements, mais globalement vieillissante, avec pour la deuxième année, on a perdu à peu près 10 000 habitants en 2019. Avec un solde naturel qui s'est inversé, c'est-à-dire que le nombre de décès est supérieur au nombre de naissances. L'espérance de vie en Normandie est un petit peu inférieure à l'espérance de vie au niveau de la métropole. On est la deuxième région après les Hauts-de-France à avoir une espérance de vie la plus basse. Au niveau des AVC, dans notre région, on a 4 428 AVC répartis en fonction des départements que vous voyez à côté. On a 8 UNV répartis sur l'ensemble du territoire pour la prise en charge. 2 plateaux de NRI qui sont donc au CHU de Caen et au CHU de Rouen. Un dispositif de télé-AVC qui permet de faire un maillage sur l'ensemble du territoire avec au total 13 sites, donc les 8 UNV plus 5 sites disposant d'un service d'urgence, avec ou sans service de neurologie. Ce qui fait que sur le recueil de PMSI 2019, 86% des patients avec un infarctus cérébral étaient hospitalisés dans un centre hospitalier disposant soit d'une UNV, soit
certains dispositifs télé-AVC, donc pouvant bénéficier d'une expertise neurovasculaire. L'ensemble de ce maillage et de ce dispositif télé-AVC a permis en 2019 d'avoir un taux de recanalisation de 14,6%, soit une légère augmentation par rapport à 2018. Au niveau de l'activité, de l'évolution de l'activité sur les différentes années, c'est un graphique qu'on présente régulièrement lors des journées médicales qui ont lieu habituellement au mois de juin et qui donc n'ont pu se tenir cette année, ce pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui. On note toujours une augmentation du nombre d'AVC et d'infarctus cérébraux, avec une augmentation un petit peu plus importante de N à N-1 pour les infarctus cérébraux par rapport aux AVC globaux. Sur les infarctus cérébraux, on note donc plus 3% d'une année N-1 et plus 20% sur les 5 dernières années. Cette augmentation N-1 est variable sur les différentes années. On est toujours, si on prend la courbe bleue qui correspond à la variation annuelle des infarctus cérébraux, on note toujours une augmentation par rapport à l'année précédente, mais comme vous le voyez, l'augmentation est moins importante de 2018-2019 par rapport à 2017-2018. Il en est de même pour la variation des AVC. Là, on note que 0,3% d'augmentation du nombre taux global d'AVC par rapport à l'année 2018. Concernant les procédures de recanalisation, vous avez les graphiques ici. Alors, si on prend les thrombolyses par rapport à l'année 2018, en 2019, on a noté une diminution du nombre global de thrombolyses avec 11% de thrombolyses pour les infarctus cérébraux, ce qui est un peu en léger recul par rapport à l'année 2018. 17% des thrombolyses sont réalisées en téléthrombolyse, ce qui est un chiffre constant. Si on prend les thrombectomies, en revanche, on note une nette augmentation des thrombectomies, plus 38% par rapport à 2018. 41% des thrombectomies sont couplées en bridge. 50% l'étaient en 2018 et on aura tout à l'heure une présentation qui nous expliquera un petit peu le bénéfice de l'une ou l'autre prise en charge. Ceci étant dit, les thrombectomies, pour la première fois en 2019, le taux thrombectomie sur thrombolyse est au-delà de 50%, puisqu'on est à 57% thrombectomie sur thrombolyse. L'ensemble de ces différentes procédures de recanalisation permettent donc d'avoir, comme je le montrais en première diapo, un taux de recanalisation de 14,6% des infarctus cérébraux, donc qui est stable par rapport aux années précédentes. Enfin, on ne peut pas parler des thrombectomies sans aborder le problème des transports interhospitaliers. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les plateaux de thrombectomie se situent soit au CHU de Caen, soit au CHU de Rouen, et les patients sont pris en charge sur l'ensemble de la région, bien évidemment. Donc, au niveau du plateau du CHU de Caen, 55% des thrombectomies sont réalisées pour des patients extérieurs au CHU, donc ayant nécessité un transfert interhospitalier. Il est de 37% pour le CHU de Rouen, ce qui fait au total 47% des thrombectomies réalisées en Normandie sur l'année 2019 ont nécessité un transfert du patient. Donc, c'est l'occasion de rappeler le rôle indispensable du SAMU au sein de cette filière aiguë depuis le premier appel du patient jusqu'au plateau de thrombectomie. Enfin, un dernier tableau qui là reprend plutôt les séjours avec comme motif un AVC, tout type d'AVC. Donc là, on voit qu'en 2019, on a eu 8560 séjours, une durée de séjour pour 60% des séjours qui étaient entre 0 et 6 jours. Donc on a une augmentation, c'est-à-dire au global une diminution de la durée du séjour. Un âge moyen qui est de 73 ans, 7, un petit peu en augmentation par rapport à 2018, mais qui est cohérent vu le vieillissement de la population. Le nombre de décès qui est à 1,8% des séjours, ce qui fait qu'au total, sur 5 ans, on note une baisse de 1,3% sur les 5 dernières années. Et enfin, comme on note que 73% des séjours liés à un AVC sont réalisés dans un CH UNV. On a également, sur le tableau en bas, le département du patient
la population de chaque département, le nombre de séjours AVC, et ce qui permet de voir le nombre de séjours pour 1000 habitants sur chaque département. Et on voit qu'en Normandie, on est donc à 2,6 séjours pour 1000 habitants, comme sur l'ensemble de la Normandie, avec des variations, comme selon les départements, l'Orne étant à 3,6 séjours pour 1000 habitants, sachant que l'Orne est le département le plus âgé de la région. Pour ce qui est du taux de fuite, comment chaque département, ne prenant pas en charge les patients de son propre département, notamment en raison du plateau technique, on a un taux de fuite global de la région qui est de 6%. Voilà ce qu'on peut dire sur la phase aiguë des AVC. Un mot sur les consultations pluriprofessionnelles post-AVC. En Normandie, nous avons 14 sites financés et 16 lieux de consultation post-AVC, sachant qu'on a des doubles financements sur 2 établissements. Les objectifs sont en fonction de l'activité MCO ou SSR et des financements associés. Pour 2019, les objectifs ont été atteints à 94% sur la MCO et à 30% sur le SSR qui est toujours en cours de déploiement. Si vous voulez des informations complémentaires sur cette activité pluridisciplinaire, je ne peux que vous inviter à aller sur le site AVC Normandie, sur lequel vous retrouverez l'ensemble des informations sur le sujet. Pour continuer sur les consultations pluriprofessionnelles, la coordination a organisé 2 groupes de travail au niveau régional qui permettent justement ce déploiement des consultations post-AVC, une dynamique régionale, et dans un premier temps d'avoir homogénéisé les pratiques, notamment avec la réalisation d'un document commun au niveau régional. Ce document était papier. L'autre projet était de mettre en place un outil communicant régional qui est déjà déployé sur certains sites. L'avantage de cet outil, c'est qu'il utilise la même plateforme régionale que celle qui est utilisée pour le télé-AVC, donc pour la plupart des utilisateurs avec un outil déjà connu, identique. Actuellement, la carte de déploiement, les 2 sites d'expérimentation étaient Aulnay-sur-Odon et Saint-Lô pour avoir un UNV et un SSR. Le déploiement se poursuit et est également à poursuivre auprès des SSR. Enfin, un mot sur l'outil pivot régional, qui est donc ce site régional AVC Normandie, qui est le site dédié à l'AVC au niveau régional. Comme vous le voyez, en 2019, on a passé les 40 000 consultations. Mais à côté de cet outil régional, les réseaux sociaux ont fait leur apparition. Donc, la coordination n'est pas en reste et a créé sa propre chaîne. Et sur cette chaîne, vous pouvez y retrouver les différentes vidéos qui ont été réalisées dans le cadre de la journée mondiale de l'AVC. Et je ne peux que vous inviter une fois de plus à aller sur le site AVC Normandie pour avoir l'ensemble des informations sur ce sujet. Je vous propose de continuer avec Richard Macrez qui va nous présenter son sujet. Ok, donc bonjour à toutes et à tous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, je suis médecin urgentiste à Caen et je vais vous parler de score prédictif d'occlusion de large vaisseau dans l'infarctus cérébral. Avant de commencer, j'aimerais bien entendu remercier la filière AVC Normandie et particulièrement le comité d'organisation de cette journée qui cette année est virtuelle, mais qui sera tout aussi riche et intéressante, je n'en doute pas. Donc, le comité d'organisation m'a demandé de préparer une présentation sur l'intérêt des scores prédictifs d'occlusion des vaisseaux de large calibre qui peuvent permettre, qui pourront permettre d'identifier en préhospitalier, dès les SAMU, les patients potentiellement éligibles à une thrombectomie mécanique. Donc, pourquoi ce sujet, pourquoi ces scores? Donc,
tout cela est revenu un petit peu d'actualité. Ces scores avaient été un peu discutés lors de l'avènement de la thrombolyse. Et bien là, c'est de nouveau d'actualité avec l'avènement de la thrombectomie mécanique. Donc, très, très brièvement, parce que vous connaissez ça par cœur, et qu'il y a un topo après moi également sur la thrombectomie. La thrombectomie mécanique est le nouveau gold standard de la prise en charge des patients victimes d'un accident vasculaire cérébral ischémique, avec la publication de 6 essais randomisés internationaux dans des revues prestigieuses en 2015, qui a montré un effet bénéfique de ce geste pour les patients qui arrivent dans les 6,5 premières heures après l'apparition des premiers symptômes à l'hôpital. En 2018, on est même allé un peu plus loin dans l'élargissement de la fenêtre de possibilité de réalisation de cette thrombectomie, avec possibilité, dans des conditions très strictes, notamment d'imagerie, de réaliser cette thrombectomie mécanique jusqu'à 24 heures après l'apparition des premiers symptômes. Tout ceci a considérablement bouleversé nos manières de travailler, notamment et particulièrement celle des neurologues et des neuroradiologues interventionnels, mais également bouleverse de manière importante le quotidien des médecins urgentistes qui font de la régulation dans les SAMU. Avec la grande question, même si ce traitement est le nouveau gold standard, sommes-nous prêts sur notre territoire en France à la mettre en œuvre partout, et avons-nous des capacités d'adaptation pour la mettre en œuvre partout? Donc l'HAS a développé, publié des recommandations en juillet 2018 pour nous guider un petit peu sur l'organisation de la prise en charge de ces patients particuliers pouvant bénéficier de cette thérapie. Quoi qu'il en soit, et je vous l'ai dit, ça bouleverse considérablement notre quotidien, notamment en régulation, et notamment sur la problématique des transports. Finalement, c'est quelle stratégie de routage de ces transports lorsque nous sommes au SAMU et que nous recevons l'appel d'un patient ou d'un témoin ou de la famille victime d'un accident vasculaire cérébral ischémique. Donc, quel transport pour la phase aiguë? Ce qui est recommandé actuellement et ce qui est fait actuellement dans tous les SAMU de France, ou en tout cas dans la plupart des SAMU de France, c'est ce que l'on appelle le drip and ship. Donc, un appel au 15, suspicion d'AVC par le régulateur du SAMU, avec mise en place de la filière alerte thrombolyse. Donc, le régulateur du SAMU décide d'envoyer un vecteur sur place. Ce vecteur va transporter le patient dans son UNV de proximité ou dans le centre de télé-AVC de proximité, où le patient va être pris en charge. Puis, si indication, notamment parce que retrouvé à l'imagerie, une occlusion proximale d'un par une équipe médicalisée du SAMER, un centre de recours où la neuroradiologie interventionnelle est disponible. Vous voyez, c'est un transport en 2 étapes qui implique 2 fois les médecins du SAMU. Et l'avènement de la thrombectomie a permis la mise en lumière d'un nouveau paradigme qui est le mothership. Qu'est-ce que le mothership? C'est transport du patient directement au centre de recours où la neuroradiologie interventionnelle est disponible. Donc, il y a le drip and ship et le mothership. Chaque paradigme a ses avantages et ses inconvénients. Donc, le drip and ship, ses avantages, c'est que ça permet de faire un tri au niveau des patients de manière plus rapide, puisqu'on porte le patient à côté de chez lui, et donc de faire la part des choses, notamment grâce à l'imagerie, entre les phénomènes ischémiques, les phénomènes hémorragiques, mais également les strokes mimiques, les diagnostics différentiels, les hypoglycémies, etc., tout ce qui peut engendrer des signes neurologiques de type déficitaire d'un hémicorps. Ça permet également d'avoir accès de manière plus rapide à une thrombolyse intraveineuse. Ça permet au médecin qui reçoit le patient de faire une prise en charge plus rapide des axos, qui sont les facteurs d'agression cérébrale systémique d'origine secondaire, et puis de mieux trier les patients qui potentiellement pourraient être éligibles à une thrombectomie, puisqu'ils bénéficient d'une imagerie relativement vite. Le problème du drip and ship, c'est que s'il y a une indication et une thrombectomie mécanique, on perd du temps, puisque le patient, il faut le prendre en charge à la phase aiguë dans son centre de proximité, et ensuite il faut appeler le SAMU, il faut que le SAMU puisse dépêcher une équipe avec un médecin de SMUR dedans, donc ça veut dire que le médecin du SMUR doit être disponible et pas déjà en intervention, donc on peut considérablement augmenter les temps de prise en charge. Et alors que l'on sait que, et ça les méta-analyses l'ont très bien démontré dès 2016,
méta-analyse sur les études de thrombectomie mécanique, que même si nous avons 6,5 heures en théorie pour prendre en charge ces patients, ce n'est pas pour ça qu'il faut prendre son temps. Il faut quand même aller le plus vite possible. Et les études ont montré que plus on allait vite au geste, meilleur serait, ou peut-être, le pronostic neurologique et fonctionnel du patient. Autre inconvénient du drapienship, eh bien, c'est la ressource en transport, encore une fois, la possibilité, le devoir de mobiliser une équipe de SAMU, parce qu'actuellement, selon la recommandation, ces transferts de patients doivent être médicalisés. Les avantages du mothership, eh bien, c'est que l'on n'arrive plus rapidement à la thrombectomie entre les mains du neuroradiologue interventionnel. Donc, on diminue le temps d'accès à un geste de recanalisation mécanique. L'inconvénient, c'est que s'il y a une indication à réaliser une thrombolyse intraveineuse, eh bien, le délai est augmenté. Autre inconvénient, et qui est majeur, et qui va donner toute l'importance au score, c'est que l'on risque de transférer des patients qui ne sont pas éligibles à une thrombectomie mécanique, soit parce que le patient ne souffre pas d'une occlusion proximale, soit parce que nous sommes face à un AVC hémorragique ou à un tout autre diagnostic. Et puis, bien entendu, faire transporter tous les patients vers les centres de recours avec Enery, ça implique des problèmes de transport, parce que le vecteur qui va aller chez le patient va sûrement, dans la plupart des cas, devoir aller un petit peu plus loin que son territoire. Et puis, il y a aussi le problème de ressources en personnel. Comme l'a dit Christian, si on prend juste l'exemple de la Basse-Normandie, des centres Enery, il n'y en a pas partout, il n'y en a que 2. Par exemple en Normandie, à Rouen, à Caen, avec des équipes de neuroradiologues assez limitées en nombre de personnel. Donc voilà, le mothership peut avoir des conséquences aussi sur toute l'organisation interne à la structure. Donc le challenge, en fait, c'est d'essayer de repérer dès la phase préhospitalière, dès l'appel de la victime ou de son entourage au SAMU, les patients qui pourraient être éligibles à une thrombectomie mécanique. Comment faire ça? Eh bien, à l'aide de scores. Et quel score devons-nous utiliser? Pour le moment, le score qui doit être utilisé en régulation, et ça c'est la RECO HAS de 2009 dans la prise en charge de l'AVC qui le dit, c'est le score NIHSS, qui est un score de gravité du déficit neurologique et qui doit être calculé en théorie dès la régulation, puis par le médecin qui reçoit le patient directement, donc soit l'urgentiste, soit le neurologue, peu importe, le premier médecin qui reçoit le patient en intra-hospitalier. Ce score est également évalué au quotidien dans le suivi du patient pour évaluer la sévérité de l'accident. Ce score a été comparé à des scores simplifiés, qui globalement, je vais en parler tout à l'heure, sont des scores qui sont extraits du NHSS, mais un petit peu plus simples d'utilisation. Eh bien, figurez-vous que la littérature et toutes les études qui ont été faites pour comparer le NIHSS au score simplifié n'ont pas montré de supériorité des scores simplifiés comparativement au score NIHSS. Donc, ça reste le gold standard actuellement qui doit être utilisé pour évaluer les patients dès la phase hospitalière et dès la phase préhospitalière et pendant la phase hospitalière. Le problème, c'est que ce score, pour ceux qui le connaissent et qui l'utilisent, c'est que c'est un score qui est non trivial pour repérer les occlusions des vaisseaux de large calibre. C'est un score qui est compliqué, qui est long. Les études qui ont été publiées, et notamment une étude de Guillaume Turc, qui est neurologue à Sainte-Anne, montrent que pour repérer les LVO, les occlusions des vaisseaux de large calibre, ou LVO, retrouve des seuils qui vont de score NIHSS à 6 jusqu'à 14 en moyenne. Donc voilà, ça fait une étendue assez large, et que ce seuil dépend du délai écoulé entre l'apparition des premiers symptômes et l'évaluation et la réalisation de ce score par un médecin, et que ce seuil dépend également du territoire atteint dans le cadre de cet AVC. De plus, on sait, ce score est très compliqué à réaliser. Des études ont montré qu'il fallait à un neurologue neurovasculaire expérimenté, chevronné, qui a l'habitude de faire quotidiennement ce score dans les UNV1, il lui faut 8 minutes pour réaliser ce score, versus 11 minutes pour un urgentiste intra-hospitalier dans un service d'urgence. Donc, on voit déjà où l'urgentiste qui a moins l'habitude de le réaliser, et s'il le réalise, ce score n'est jamais parfait.
Et encore une fois, c'est pour un urgentiste intra-hospitalier. Donc, imaginez bien que le médecin urgentiste au SAMU, derrière son téléphone, avec un casque sur les oreilles, comme nous actuellement, mais sans la visio, ce score est quasi impossible à réaliser. Et il n'est pas non plus question d'essayer de le faire réaliser par les secouristes que l'on envoie sur place. Un, parce qu'il est trop compliqué. Deux, il serait trop chronophage. Et l'on sait qu'il faut gagner le plus de temps possible pour faire transporter le patient. Et c'est pourquoi donc, ces scores simplifiés ont été développés. Donc, de nombreux scores ont été développés à travers le monde parmi les personnes qui s'intéressent à la recherche en neurovasculaire. Donc là, il y a quelques exemples sur la gauche de l'écran. Cette liste n'est pas exhaustive. Des méta-analyses ont été effectuées, notamment celle de Smith là, en 2018, qui a essayé de comparer un petit peu les sensibilités, spécificités de tous ces scores. Donc, on retrouve des résultats assez hétérogènes entre les scores, avec ce qui a été notamment mis en évidence, c'est que si la sensibilité est haute, eh ben, on aura une spécificité plutôt basse et vice-versa. Donc, il est très compliqué de mettre en avant un score parmi d'autres. Pour cette présentation, j'ai essayé de trancher un petit peu en essayant d'être le plus objectif possible. Et pour cela, je me suis appuyé sur un tableau qu'avait publié Guillaume Turc, donc encore une fois un neurologue à Sainte-Anne, et qui avait regardé un petit peu les critères de qualité de développement de ces scores de pronostic d'occlusion de vaisseaux de large calibre. Donc, il avait fait un petit tableau que j'ai juste modifié sur la ligne de fin au total, où il avait regardé en fait la cohorte de dérivation. Donc la cohorte de dérivation, c'est une cohorte où on inclut des patients pour mettre au point le score. Il avait pris comme item le fait ou non que le patient soit inclus en préhospitalier, le fait ou non que l'étude ait inclus tous les types d'AVC, donc aussi bien ischémique qu'hémorragique. Il avait regardé la prévalence d'occlusion des larges vaisseaux, donc des occlusions proximales, et regardé si ça concordait un petit peu avec ce qui était décrit dans la littérature. Et ensuite, il avait fait la même chose pour la cohorte de validation externe, parce que quand on développe un score, on part d'une cohorte initiale, on doit avoir une cohorte de dérivation pour le mettre au point, puis après, ce score, il faut le valider avec des cohortes indépendantes et, si possible, de manière prospective. Donc, il avait regardé si ce critère était respecté. Ils avaient également regardé si les patients avaient été inclus en préhospitalier, si tous les types d'AVC avaient été inclus. Guillaume avait mis au point un code couleur, en fait, un non pour dire, en rouge pardon, pour dire non, vert pour dire oui, avec après des nuances. Orange, quand c'était, on ne savait pas trop, coup-ci, coup-ça. Et puis, un vert un peu plus clair, pareil, quand on n'avait pas de certitude absolue. Et ce que l'on voit pour les corps de dérivation, c'est qu'il y a clairement deux scores à exclure. Le score de passe, c'est le score GFAST, en fait, sur les données que Guillaume avait traitées, et qu'il y a un score qui ressortait un petit peu du lot, c'était le score RACE, parce que, mis à part le fait qu'il n'a pas été validé sur une cohorte préhospitalière, j'en parlerai dans la diapo suivante, tous les autres critères étaient plus ou moins valides, avec un feu vert. Et puis, il y a des choses intermédiaires, par exemple, pour le score de LAMS, il y a juste en vert le fait qu'on ait analysé tous les types d'AVC. Ensuite, sur les corps de validation, c'est pareil. Il y a un score qu'on va totalement exclure. C'est le score GFAST pour ce topo. Et puis, il y a deux scores qui se détachent. Toujours le LAMS et le RACE. Le RACE parce qu'il répondait à tous les critères de qualité qui avaient été mis en avant par l'auteur de ce tableau, avec le fait que ce soit une cohorte indépendante pour le RACE, le fait que ce soit une cohorte indépendante et prospective, une cohorte préhospitalière, que tous les types d'AVC ont été inclus. Et puis, le score de LAMS, qui globalement répondait à tous les critères, excepté le fait que tous les types d'AVC étaient inclus. C'est un oui avec un point d'interrogation, parce qu'il n'avait pas réussi à savoir si seuls les infarctus cérébraux avaient été inclus ou non. Mais bon, ce tableau, il n'avait pas tranché, donc moi j'ai essayé de trancher. Bon, c'est complètement subjectif, c'est pour ce topo-là. Et même si ça rejoint un peu la littérature, je n'ai mis qu'un feu vert au score de RACE, en fait, qui paraît avoir la validation la plus sérieuse. Donc, je vais faire un petit focus sur ce score. Donc, c'est un score qui a été développé par nos collègues neurologues
et urgentiste de Barcelone, notamment Natalia Pérez de la Ossa, avec qui nous collaborons ici à Caen. C'est une échelle simple qui globalement est tirée du NIHSS en 5 items, avec un total de points maximum de 9. Donc, alors je suis désolé, c'est peut-être un peu petit, mais bon, là, vous êtes devant vos écrans, donc vous pouvez approcher, contrairement à une présentation en présentiel. Donc, il y a 5 items, il y a 4 items qui sont communs. Donc, est-ce qu'il y a une paralysie faciale, oui ou non? Donc, à chaque fois, c'est 0, 1, 2. 0, pas de signe. 1, signe léger. 2, signe complet ou sévère. Donc, est-ce qu'il y a une paralysie faciale? Est-ce qu'il y a un déficit moteur du membre sub, du membre inf? Est-ce qu'il y a, oui ou non, une déviation de la tête et des yeux? Et ensuite, selon le côté où l'on constate l'hémiparésie, gauche ou droit, eh bien, en 5e question, on demandera soit est-ce qu'il y a la présence ou pas d'une anosie, d'une négligence, et est-ce qu'il y a présence ou pas d'un trouble du langage. Donc, ce score a été initialement validé sur une cohorte de dérivation en rétrospective, sur dossier, où ont été inclus 654 patients, et puis validé sur une cohorte préhospitalière, où ont été inclus, je ne l'ai pas noté ici, mais sur un peu plus de 300 patients, donc en préhospitalier et par des paramédicaux. Donc ça, c'est très important. Les collègues barcelonais avaient formé les 3000 paramédics. Donc, ce ne sont pas des pompiers, ce ne sont pas des ambulanciers. C'est un métier intermédiaire, en fait, globalement, entre l'infirmier et les ambulanciers que nous pouvons avoir ici en France. Quoi qu'il en soit, Natalia a montré sur ses différentes études que pour un score strictement supérieur à 4, on obtenait une sensibilité de 85% et une spécificité environ 70%, ce qui veut dire que globalement, dans 30% des cas, nous pouvons ranger dans la bonne case le patient, à savoir, dans 30% des cas, nous sommes capables de détecter une occlusion d'un vaisseau de large calibre. D'autres, c'est mon avant-dernière diapo. Bien sûr, d'autres auteurs se sont intéressés à ce score depuis, des auteurs en Europe, aux États-Unis et en Australie, avec des nombres de patients inclus qui vont de 350 à plus de 3000. Ces auteurs ont retrouvé globalement des sensibilités allant d'environ 50% à 85% et des spécificités allant de 70% à 90%, mais avec de manière intéressante donc c'est un tableau que j'ai fait là, pour cette présentation, des aires sur la courbe qui sont globalement autour de 80%. Il y a quelques études où je n'ai pas réussi à trouver les aires sur la courbe. À Caen, dans le cadre de la réalisation de mémoire de desk pour des internes de médecine d'urgence, en fait, j'ai fait effectuer un petit travail qui s'appelle French Race, donc une étude rétrospective multicentrique, donc, où 7 centres normands ont participé. On a inclus 2929 patients qui répondaient aux critères d'inclusion. Et pour cette présentation, j'ai fait une petite extraction des patients uniquement qui avaient une ischémie cérébrale, et donc ce qui représente 1927 patients. Et ce qu'on avait montré, c'est très rapidement, je voulais illustrer ça, c'est que les patients qui avaient une occlusion d'un vaisseau de large calibre, donc les LVO+, avaient un score NIHSS significativement supérieur aux patients qui n'avaient pas d'occlusion de vaisseau de large calibre. Ces patients avec LVO+, avaient un score de RACE significativement supérieur aux patients qui n'avaient pas d'occlusion de vaisseaux de large calibre. Ce qu'on a regardé aussi, c'est que si on regarde, plus le score RACE est élevé, et plus le nombre de LVO+, moins le nombre de patients qui n'a pas d'atteinte de vaisseau de large calibre et diminue. Enfin, plus il diminue. En gros, à partir de 4, nous retrouvons quasiment que des patients avec des LVO. Ce qui concorde avec les études qui ont été, notamment l'étude Princeps, qui avait fixé le seuil à 4. Par contre, dans notre étude, sur ces 1927 patients, nous retrouvions des sensibilités, des spécificités plus basses que les autres études, avec une sensibilité qui va de 0,44 à 0,54, pour les scores de supérieur ou égal à 4 et supérieur ou égal à 5, et une spécificité aux alentours de 0,80. Donc, les autres études montraient des scores un peu plus importants pour la sensibilité et la spécificité. Et puis, une aire sur la courbe qui est également significativement, pas significativement, pardon, je n'ai pas fait de méta-analyse pour comparer, mais qui semble montrer que nos résultats sont inférieurs, moins bons que les autres études.
avec tous les biais inhérents à l'étude rétrospective que l'on a réalisée. Juste pour information, cette étude a été lauréat du premier prix du Congrès de la Société française de médecine d'urgence en septembre dernier, qui a eu lieu sous forme de webinaire aussi. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt des scores prédictifs dans les occlusions de large vaisseau? Réponse de Normand, peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Pour le moment, je ne sais pas trop. Ce qui me penche à dire non, c'est que la majorité de ces scores ne sont pas validés pour les paramédicaux, mis à part le RACE. La majorité de ces scores ne sont pas validés et testés en extra-hospitalier, mis à part le RACE. Et que, quoi qu'il arrive, ces scores remplaceront jamais l'imagerie et qu'on n'arrivera jamais à atteindre la performance de l'imagerie pour diagnostiquer dès la phase préhospitalière les patients qui ont une occlusion ou non d'un vaisseau de large calibre. Du coup, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? J'ai envie de dire oui quand même. D'une part parce que ça nous faciliterait aussi la vie en régulation, que ça pourra permettre aux patients d'être orientés dans le bon paradigme, Mothership ou Drip and Ship, et puis aussi parce que ça fait partie de mes travaux de recherche. Quoi qu'il en soit, donc, ces scores, j'en suis certain, permettront d'améliorer le triage. Alors, est-ce qu'il faut les combiner entre eux? Est-ce qu'il faut les combiner à d'autres signes? Je ne sais pas trop, puisque ces organes sont globalement bons, hein, ces organes-là sous la courbe sont d'environ 80%. Et puis surtout, il y a des essais en cours, des essais cliniques randomisés, prospectifs, de grande ampleur qui sont en cours pour répondre en partie à ces questions. Donc, il y a l'essai espagnol qui s'appelle RESCATE, qui teste le Mothership versus Drip and Ship, avec comme score pour décider le score de RACE. Il faut qu'il soit strictement supérieur à 4. Une partie des résultats a été présentée la semaine dernière à l'ESO, le webinaire de l'ESO. L'étude PrestoF, étude française dont vous avez entendu parler, parce que je l'avais présentée l'an dernier, ou il y a 2 ans, je ne sais plus, dans cette même journée, où on compare également Mothership versus Drip and Ship, où on se base également pour l'inclusion sur le score de RACE. Et puis, il y a une étude sur le score de PASS. Alors, moi, je l'ai éliminé, ce qui ne me semblait pas très costaud. Quoi qu'il en soit, il y a une équipe danoise qui est en train de faire une étude prospective, randomisée, et qui utilise ce score. Donc, voilà. Donc, est-ce qu'il y a un intérêt? Probablement oui. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Je vous propose de continuer avec la présentation du Dr Margot Lefebvre, comment sur les différentes conduites et prises en charge, comment pour les procédures de recanalisation. Alors, bonjour à tous. Donc, je remercie une nouvelle fois les organisateurs de m'avoir proposé de présenter aujourd'hui mon travail de thèse que j'ai soutenu le 12 juin dernier et qui portait donc sur l'évaluation du pronostic fonctionnel des patients traités pour un infarctus cérébral par bridge, donc la thrombolyse associée à la thrombectomie mécanique versus la thrombectomie mécanique seule. Alors très rapidement, une fois le diagnostic positif d'infarctus cérébral posé, tout l'enjeu du traitement d'urgence va être de recanaliser au plus vite l'artère occluse. Le rationnel des traitements de reperfusion repose en effet sur le fait de sauver ce que l'on appelle la pénombre ischémique. Alors pour mieux illustrer ce concept, prenons l'exemple ici de ce patient qui présente une occlusion proximale de l'artère cérébrale moyenne gauche. Schématiquement, chez ce patient, on va mettre en évidence 2 types de compartiments tissulaires au niveau cérébral. D'une part, un compartiment qu'on va appeler la nécrose irréversible, en rouge, le cœur nécrotique, qui est cliniquement symptomatique, et d'autre part, un compartiment qu'on va appeler la pénombre ischémique, en vert, qui est également cliniquement symptomatique, et qui correspond à un compartiment qui est sévèrement hypoperfusé, responsable d'une dysfonction cellulaire, mais ce tissu n'est pas mort. Alors, soit il y a une reperfusion grâce au traitement et ce tissu va être sauvé avec restauration de la fonction cellulaire et récupération clinique, ou soit malheureusement il n'y aura pas de recanalisation et ce tissu va évoluer également vers de la nécrose. Excuse-moi Margot, comment as-tu partagé ton écran? Ah oui, j'ai partagé mon écran, vous m'entendez pas? On ne voit pas ta Ah, présentation. vous ne la voyez pas, alors attendez. Est-ce que vous voyez là? Oui. Parfait. Alors je vais peut-être recommencer alors si Ouais. vous m'avez pas...
Alors, je recommence. Donc, je vous remercie encore une nouvelle fois. La troisième fois que je vous remercie, ça fait beaucoup. J'espère que ça va être bien. On avait le son, hein, il n'y avait pas de souci. Mais excuse-moi pour la présentation. Alors, je vais peut-être recommencer d'ici, hein, où j'en étais au niveau du concept de pénombre et de nécrose. Donc, tout l'enjeu va être justement de sauver cette pénombre pour éviter qu'elle se transforme en nécrose, donc devenir complètement rouge. Alors, attendez, je vais vous mettre en écran. Voilà. Et donc, à l'heure actuelle, il existe deux types de thérapeutiques validées dans la prise en charge aiguë de l'infarctus cérébral. D'une part, la stratégie médicamenteuse avec la thrombolyse intraveineuse et d'autre part, la thrombectomie mécanique. Alors, tout d'abord et assez rapidement aussi, hein, par rapport à la thrombolyse intraveineuse, son efficacité versus placebo a été démontrée en termes de pronostic fonctionnel en 1995 avec l'étude NINS jusque 3 heures suivant le début des symptômes, puis jusque 4h30 avec l'étude ECASTRO en 2008. Alors, cependant, cette thérapeutique va présenter certaines limites. D'une part, elle ne concerne que 10 à 15% des infarctus cérébraux en France et son utilisation est associée à un risque de transformation hémorragique. De plus, elle ne permet à elle seule qu'un faible taux de recanalisation. Alors, c'est notamment dans ce contexte que s'est développée la thrombectomie mécanique, qui va permettre d'extraire par voie endovasculaire le caillot à l'origine de l'infarctus cérébral. Un des objectifs de ce traitement était notamment de pallier aux faiblesses de la thrombolyse en augmentant le taux de recanalisation de gros vaisseaux. Alors, comme on l'a dit précédemment, c'est en 2015, suite à la publication successive de 5 essais randomisés, que la supériorité de la thrombectomie associée ou non à la thrombolyse versus thrombolyse seule a été démontrée dans la prise en charge des infarctus cérébraux avec une occlusion proximale de la circulation artérieure jusqu'aux 6 heures suivant le début des symptômes. À la fin de l'année 2017 et au début de l'année 2018, 2 études randomisées Down et Diffuse 3 ont permis d'élargir cette fenêtre thérapeutique de 6 heures en sélectionnant les patients non plus sur un critère temps, mais en mettant en évidence sur l'imagerie de perfusion une zone de pénombre dite sauvable, et ce, jusque 24 heures suivant le début des symptômes. Alors, à l'ère actuelle, à l'ère de la thrombectomie, l'utilité de la thrombolyse intraveineuse fait donc débat. Peut-on se passer de cette thrombolyse en cas d'occlusion vasculaire proximale lorsque l'on a un accès rapide au plateau de neuroradiologie interventionnelle? Alors, pourquoi cette question? Effectivement, on l'a vu tout à l'heure, la thrombolyse est peu efficace seule en cas d'occlusion de gros vaisseaux. Ici, représente la thrombolyse fonction du site de l'occlusion vasculaire. Vous pouvez voir que la thrombolyse ne permet une recanalisation que dans 4% des cas en cas d'occlusion du tronc basilaire ou de l'artère carotide interne, 21% des cas en cas d'occlusion du segment M1 de l'artère cérébrale moyenne et environ 40% des cas en cas d'occlusion plus distale. Alors de plus, une des principales craintes des neurologues à l'utilisation de la thrombolyse est liée à son risque majoré de transformation hémorragique cérébrale. Et d'un autre côté, la thrombolyse pourrait également faciliter le geste de thrombectomie mécanique en venant fragiliser le thrombus. Alors, à l'heure actuelle, il n'existe pas d'études randomisées publiées permettant de répondre clairement à cette question. Et c'était donc à cette problématique que nous étions intéressés lors de mon travail de thèse, dont l'objectif était de comparer le pronostic fonctionnel des patients traités par bridge, donc la thrombolyse associée à la thrombectomie, versus la thrombectomie mécanique seule. Nos objectifs secondaires étaient de comparer notamment le taux de recanalisation, le taux de transformation hémorragique cérébrale, le taux de nouvelles ischémies cérébrales et finalement le taux de décès entre ces deux groupes. Alors, pour ce faire, nous avions réalisé une étude monocentrique rétrospective au CHU de Rouen de 2011 à 2019, en incluant tous les patients qui avaient un infarctus cérébral et une occlusion artérielle cérébrale proximale, éligibles à un traitement par thrombectomie, associé ou non à une thrombolyse intraveineuse. Notre critère de jugement principal était le score de Rankin modifié, qui est, je le rappelle, un score d'indépendance fonctionnelle, coté de 0 à 6. 0, le patient est totalement indépendant, et 6, le patient est décédé. On considérait, nous, comme une bonne évolution clinique un patient qui avait un score MRS inférieur ou égal à 2. Alors, au total, nous avions inclus 138 patients dans le groupe traité par thrombectomie mécanique seule et 127 dans le groupe traité par bridge. À noter que dans ce groupe, 12 patients n'ont pas eu recours à la thrombectomie en raison d'une amélioration clinique. Alors, concernant les résultats de nos données démographiques et cliniques initiales, nous n'avions notamment pas mis en évidence de différences significatives entre nos deux groupes concernant le sexe ratio ou le score NIHSS initial. En revanche, on pouvait observer que le groupe traité par thrombectomie était significativement plus âgé, avec plus souvent des antécédents d'hypertension artérielle, plus souvent sous anticoagulation curative et était plus souvent des AVC du réveil. Concernant le site de l'occlusion, on observait que celui-ci était comparable entre nos deux groupes, avec un site qui était majoritairement au niveau du segment M1 de l'artère cérébrale moyenne. Et en revanche, on observait que le groupe traité par thrombectomie mécanique seule avait un volume de nécrose initiale plus important.
Concernant les délais de prise en charge, on observait que ces délais étaient allongés de façon globale dans le groupe traité par thrombectomie mécanique seule, y compris concernant le délai intra-hospitalier entre la réalisation de l'imagerie cérébrale et la fin de la réperfusion. Alors, concernant les résultats de notre analyse principale de régression logistique multivariée, qui avait pris en compte comme variable d'ajustement les principaux facteurs connus dans la littérature comme associés au pronostic fonctionnel des patients traités pour un infarctus cérébral, celle-ci avait mis en évidence un meilleur taux de bon ou excellent pronostic dans le groupe traité par bridge, avec un taux de 69% versus 44% dans le groupe traité par thrombectomie mécanique seule. Concernant nos objectifs secondaires, on observait un taux de décès inférieur dans le groupe traité par bridge, avec un taux de 8% versus 20% dans le groupe traité par thrombectomie mécanique seule. Et en revanche, on n'observait pas de différence significative entre nos deux groupes concernant le taux de recanalisation, la survenue d'une nouvelle ischémie cérébrale ou la survenue d'une transformation hémorragique cérébrale. Alors, les résultats de notre étude étaient concordants avec ceux d'études antérieures ayant démontré un bénéfice au traitement par bridge. Alors, l'influence positive du traitement par bridge pouvait s'expliquer de plusieurs façons. Dans notre étude, les patients traités justement par bridge présentaient notamment des délais de prise en charge plus courts, notamment concernant le délai entre la réalisation de l'imagerie cérébrale et la fin de la procédure de recanalisation, pouvant laisser penser que la thrombolyse permettrait de fragiliser le thrombus, diminuant ainsi la durée du geste de thrombectomie mécanique, comme cela a été évoqué par Pefferson en 2012. De plus, d'après une étude de Jean-Philippe Desilles en 2015, la thrombolyse permettrait une recanalisation d'un territoire vasculaire d'aval associé à une diminution de la thrombose microvasculaire d'aval, permettant ainsi une reperfusion distale et par conséquent un meilleur pronostic fonctionnel. Par ailleurs, la thrombolyse pourrait également améliorer la mise en place de réseaux collatéraux et aurait donc un impact sur le volume final de l'infarctus cérébral, comme évoqué par Chang. Et dans notre étude, finalement, 12 patients n'ont pas eu recours à la thrombectomie mécanique en raison d'une recanalisation, malgré la présence d'une occlusion vasculaire proximale sur l'imagerie initiale. Dans l'étude TRACE, près de 30% des patients randomisés dans le bras bridge n'ont finalement également pas eu recours à la procédure de thrombectomie en raison d'une amélioration clinique et ou angiographique, permettant ainsi de surseoir au geste de thrombectomie qui est, je le rappelle, pas dénué de risque. Alors au contraire, une des principales craintes à l'utilisation de la thrombolyse réside dans son risque majoré de transformation hémorragique cérébrale et périphérique. Nous n'avons cependant pas mis en évidence dans notre étude de différences significatives entre nos deux groupes concernant ce taux de transformation hémorragique cérébrale. De plus, la thrombolyse pourrait également majorer le risque de migration du thrombus pouvant compliquer le geste de thrombectomie mécanique, ce qui n'a par ailleurs pas été démontré dans notre étude. Et certains auteurs comme Goyal soulignent finalement le risque d'embole per procédure de thrombectomie mécanique, pouvant occasionner l'infarcissement de nouveaux territoires cérébraux initialement non atteints, en imputant ce risque via la thrombolyse, via la fragmentation du thrombus. Cependant, dans notre étude, nous n'avions pas mis en évidence de différences significatives concernant ce taux de nouvelles ischémies cérébrales. Alors, les résultats de notre étude sont évidemment à modérer du fait de son caractère observationnel et rétrospectif. Cependant, ils tendent à encourager à poursuivre, à réaliser, comme c'est recommandé actuellement, la réalisation de la thrombolyse en amont de la thrombectomie, y compris chez ces patients qui sont pris en charge dans un centre qui dispose d'un plateau neuroradiologie interventionnelle. Alors évidemment, nos résultats nécessitent d'être confortés par ceux d'études randomisées et dont plusieurs sont actuellement en cours, dont l'étude SWIFT Direct, auquel je vous encourage vivement à participer. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux arrêter ton partage? De suite. OK. Voilà, je propose de continuer avec le docteur Pierre Meunier, qui va nous parler du syndrome adapté du sommeil dans le cadre de l'AVC. C'est à vous. Oui, parfait. Alors, très bien. Donc moi, Pierre Meunier, je suis médecin de médecine physique et de réadaptation et je vais faire aussi original. Je vais remercier la filière AVC Normandie pour leur invitation et notamment le docteur Jokic et le docteur Lévy de m'avoir proposé de participer à cet événement. Donc moi, je vais vous présenter le travail que j'ai fait pour ma thèse en octobre 2019 qui portait sur le syndrome d'apnée hypopnée obstructive du sommeil dans les suites d'un accident vasculaire cérébral.
dépistage et prise en charge en centre de rééducation neurologique. Donc, l'accident vasculaire cérébral, en France, c'est à peu près 150 000 nouveaux cas par an. C'est la première cause des handicaps complexes acquis de l'adulte. Les facteurs de risque sont multiples et pour la plupart bien connus. Et un petit point particulier sur le syndrome d'apnée du sommeil, qui a un risque relatif de 2 à 3, c'est-à-dire que un patient qui a un syndrome d'apnée du sommeil a 2 à 3 fois plus de risque que la population sans apnée du sommeil de faire un accident vasculaire cérébral. Ce risque relatif pour l'apnée du sommeil, il est comparable à celui du diabète et de l'obésité, également de la fibrillation auriculaire, du syndrome métabolique et du cholestérol. Et pourtant, il est sous-diagnostiqué dans la population générale et encore plus chez les patients ayant fait un AVC. Donc, le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil, c'est la survenue répétée de collapsus des voies aériennes supérieures au cours du sommeil. Peut être complet, alors on parle d'apnée, ou incomplet, et on parle d'hypopnée. C'est un arrêt du débit aérien pendant au moins 10 secondes, avec persistance d'efforts ventilatoires, sinon on parle de syndrome d'apnée centrale du sommeil. Alors, sa prévalence en population générale augmente au cours du temps, notamment dans la population vieillissante et avec une obésité croissante, notamment aux États-Unis, puisqu'elle est passée de 2 à 10% chez les femmes dans l'espace de 10 ans et de 4% à 20% chez les hommes américains en population générale. En France, on est plutôt aux alentours de 5 à 8% de la population générale. Chez la population ayant fait un accident vasculaire cérébral, 60 à 72% d'entre eux ont un syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil. Alors, les facteurs favorisant le syndrome d'apnée du sommeil sont globalement bien connus et assez bien recherchés. Le diagnostic se fait sur une suspicion clinique, donc avec une symptomatologie qui est non spécifique, mais qui doit être recherchée, comme par exemple la somnolence diurne, la fatigue, l'insomnie, les ronflements, les nicturies, ou alors sur la présence d'antécédents cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle, du diabète, des coronaropathies et les accidents vasculaires cérébraux. Tout ce faisceau d'arguments va conduire à la réalisation d'un dépistage par polygraphie ventilatoire ou par polysomnographie. Et on parle d'un syndrome d'apnée du sommeil dès que l'index apnée-hypopnée, donc c'est le nombre d'apnées et d'hypopnées par heure de sommeil, s'il est supérieur à 5, ça définit un syndrome d'apnée du sommeil. Le retentissement du syndrome d'apnée du sommeil est cardiovasculaire avec une augmentation de la fréquence de survenue des événements cardiovasculaires, notamment l'AVC, parce qu'on va parler d'AVC aujourd'hui, mais il altère également le fonctionnement neuropsychologique et multiplie le risque d'accident de la route par 2 ou 3, ce qui est lié à la somnolence diurne. Sa prise en charge, donc chez la population ayant fait un accident vasculaire cérébral, la PPC, donc la pression positive continue, c'est un appareillage nocturne, est indiquée dès que l'index d'apnée-hypopnée est supérieur à 15. On doit y associer des mesures visant à lutter contre les comorbidités, donc la réduction pondérale, la majoration de l'activité physique et l'arrêt des facteurs favorisants, donc l'arrêt du tabac, de la consommation d'alcool et de tout traitement visée de dépresseurs respiratoires. Également, la thérapie positionnelle, qui est une thérapie visant à contraindre le décubitus dorsal. Alors, les effets du SAOS sur la récupération neurologique sont plutôt largement décrits dans la littérature, notamment une mauvaise récupération neurologique, une altération de la plasticité cérébrale, des troubles cognitifs plus importants, une hospitalisation plus longue avec un risque de récidive d'AVC plus important. Les effets de la PPC sur la récupération neurologique, on a une amélioration fonctionnelle à 1 mois, mais pas sur le fonctionnement neurocognitif. On a une amélioration sur la motricité et l'humeur, mais pas donc sur le fonctionnement neurocognitif. Il y a aussi un effet sur les événements cardiovasculaires, dont la récidive de l'AVC. En effet, l'étude de Marin et collaborateurs en 2005
montré qu'il n'y avait pas de différence significative entre le syndrome d'apnée-hypopnée obstructif traité ou alors comparé aux volontaires sains. Mais l'efficacité de la PPC, elle est très dépendante de l'observance de cette thérapie. Et dans la littérature, cette observance est décrite comme très faible. Elle est par exemple à 47% à 8 semaines et de 15% à 5 ans. Le travail de ma thèse, c'était de mettre en évidence que, étant donné que le syndrome d'apnée-hypopnée obstructive du sommeil était un facteur de risque modifiable en prévention primaire, secondaire et tertiaire, et que la PPC améliorait la récupération neurologique, on a voulu évaluer la fréquence du dépistage du SAOS et la fréquence du SAOS chez les patients en post-AVC qui étaient hospitalisés en centre de rééducation spécialisé en neurologie. En objectif secondaire, on voulait évaluer l'observance et l'efficacité de la PPC, mais également réaliser un état des lieux du dépistage en ex-Basse-Normandie avec la réalisation d'un questionnaire. Donc, c'est une étude rétrospective observationnelle qu'on a faite au CH Donnay-sur-Odon-Bayeux dans les secteurs de SSR, neurolocomoteur et de neurocognitif à Aulnay. On a inclus tous les patients hospitalisés après un accident vasculaire cérébral entre novembre 2016 et mai 2019 et qui avaient été dépistés pour le syndrome d'apnée du sommeil. Donc, après, on a récupéré les données de ces patients, les données démographiques, morphologiques, les caractéristiques de l'AVC, ainsi que les résultats de la polygraphie ventilatoire et des rapports d'observance que nous avait fournis le prestataire. Donc, juste un petit mot sur la polygraphie ventilatoire. C'est un soin courant réalisé par le médecin ORL. Le seuil diagnostic du syndrome d'apnée du sommeil, c'est un IAH supérieur ou égal à 5. La PPC est proposée dès l'IAH supérieur à 15 dans ce contexte d'AVC et l'efficacité est jugée par la diminution de l'index d'apnée-hypopnée. L'observance, je vais passer un petit peu. Ensuite, j'avais réalisé un questionnaire sur les habitudes de dépistage et les connaissances du SAOS en post-AVC. Il comportait 7 questions et était à destinée de 29 médecins de MPR en ex-Basse-Normandie. Et c'était que j'avais envoyé par mail. Donc là, on voit un petit exemple de questions. Donc, les résultats. Sur la période de novembre 2016 à mai 2019, il y a eu 25 patients dépistés pour le syndrome d'apnée du sommeil, dont 18 qui avaient été dépistés entre 2018 et 2019. Sur cette période-là, entre 2018 et 2019, il y avait 187 AVC. Donc, ça fait un taux de dépistage de 9,6% sur cette dernière année-là. Après ça, je vais passer brièvement. Ça aussi. Les résultats de la polygraphie ventilatoire. On voit que l'IAH moyen était de 36,5, plus ou moins 23, et que ça a permis de mettre en évidence sur 25 patients, 23 qui avaient un IAH supérieur à 5, donc posant le diagnostic de syndrome d'apnée du sommeil. Parmi ces 23, donc, il n'y en avait qu'un qui n'avait pas les critères d'indication à la PPC parce qu'il était inférieur à 15. Et donc, sur les 22 patients pour lesquels on a proposé un appareillage par PPC, 19 ont accepté. Et parmi ces 19, et le score IAH de ces patients-là était plus élevé avec un score moyen de 42,6. Ça, je vais passer aussi sur les observances. Alors, les résultats sur l'efficacité de la PPC. Donc, on voit que le score IAH à 1 mois de façon résiduelle était significativement diminué comparé à l'IAH initial. C'était les mêmes conclusions avec les IAH à 3 mois, à 6 mois et à supérieur ou égal à 9 mois. Sur les 29 questionnaires, j'ai eu que 11 réponses. 7 médecins disaient dépister le syndrome d'apnée du sommeil de façon plutôt occasionnelle, 2 fréquemment, 2 systématiquement, 2
avait un défaut de connaissance sur le syndrome d'apnée du sommeil. Voilà, le reste, c'est pas très intéressant. Alors, concernant la discussion sur la fréquence du dépistage, donc nous, entre 2018 et 2019, sur les 187 patients AVC, 18 qui ont été dépistés pour le SAOS, ce qui fait un taux de dépistage d'environ 10%. Sur les données de 2016-2017, on n'a pas réussi à avoir le nombre d'AVC suite au jumelage avec le CH de Bayeux. En tout cas, il n'y a eu que 7 patients dépistés pour le SAOS sur cette période-là. On est à peu près raccord avec les données de la littérature qui décrit un taux faible de dépistage de 10%, alors que certains auteurs recommandent un dépistage systématique. Concernant la fréquence du SAOS post-AVC, il y a un SAOS chez 92% des patients dépistés, ce qui est plus important que dans la littérature. Mais effectivement, là, nous, on n'a pas fait un dépistage systématique, mais guidé par la clinique, donc ce qui donnait un score, un ratio plus important. Concernant l'observance, nous, on a une observance plus importante que dans la littérature. Mais c'est dû à une durée d'hospitalisation un peu plus longue dans les services de soins de rééducation, avec une meilleure observance et un meilleur suivi surtout de la PPC. Ensuite, sur l'efficacité de la PPC, l'IH résiduel moyen à 1 mois et à distance était significativement plus faible que l'IH initial, avec une diminution de l'IH d'environ 80% à 1 mois, mais également à distance, ce qui est comparable aux données de la littérature. Après, la problématique, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le dépistage est-il encore si faible, sachant que la PPC a des bénéfices sur la récupération neurologique qui encouragent en plus au dépistage. Le questionnaire, on ne peut pas trop conclure, sachant que j'ai eu peu de réponses. En tout cas, il en ressort que le dépistage n'est pas systématique, qu'il y a un manque de connaissance du SAOS et du syndrome d'apnée du sommeil en général. La problématique, effectivement, si j'ai eu peu de réponses, est-ce que c'est parce que c'était un manque d'intérêt, parce que franchement, le questionnaire est duré 2 minutes, ou alors est-ce que ça signe une méconnaissance du SAOS? Ça, à vous de conclure ce que vous voudrez. Alors, concernant les limites de cette étude, c'est évidemment le faible effectif de patients dépistés et un suivi d'observance qui a été non systématisé, à savoir que moi, avec le prestataire, on a récupéré vraiment toutes les observances qu'on avait en notre possession. Les freins au dépistage, donc c'est un accès à un médecin formé sur place et au matériel. Alors, à Aulnay-sur-Odon, on avait un médecin ORL qui faisait les polygraphies ventilatoires. Mais après, se pose la question aussi de consultations spécialisées au CHU de Caen, avec un délai de prise en charge non négligeable et la problématique du coût du transport. En conclusion, le SAOS en post-AVC, il est fréquent, peu dépisté et mal connu. Le dépistage est possible en centre de rééducation, avec en plus un traitement qui améliore la récupération neurologique et une PPC qui est généralement bien acceptée par les patients, au moins le temps de l'hospitalisation. Après, c'est un autre problème avec le retour à domicile. Et la conclusion de la conclusion, c'est qu'il faut continuer les informations auprès des médecins de toute spécialité, mais aussi également auprès des patients et des familles. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Je crois que nous avons maintenant une question pour le docteur Meunier, qui était: est-ce que le syndrome d'apnée du sommeil modifie la qualité du sommeil? C'est une bonne question. Après, là, notre étude, c'était que la polygraphie ventilatoire. Et la polygraphie ventilatoire, elle ne dépiste pas les autres troubles du sommeil, comme par exemple les mouvements périodiques ou alors le syndrome des jambes sans repos. Pour ça, il faut faire une polysomnographie du sommeil en centre spécialisé pour détecter d'autres anomalies du sommeil qui peuvent perturber la qualité du sommeil. Après,
dans le syndrome d'apnée du sommeil, le patient il se rend pas forcément compte qu'il fait des apnées, souvent le conjoint ou la conjointe qui s'en rend compte. Par contre, alors j'ai plus les articles sous les yeux, et il me semble qu'effectivement la qualité du sommeil était moins, il y avait moins de phases de sommeil paradoxales. Et donc ça pouvait altérer effectivement la qualité du sommeil avec une répercussion sur la somnolence diurne. Ouais. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions auxquelles on peut répondre aujourd'hui? Oslem. Non. Là, vous m'entendez ou pas? Oui, tout à fait. Moi, j'ai une petite question pour le docteur Meunier. Est-ce qu'il y a un intérêt pour nous en neurovasculaire, en phase aiguë, de mesurer, de faire une oxymétrie pendant qu'ils sont scopés les premiers jours, ou est-ce que l'AVC en lui-même fausse complètement la mesure de l'oxymétrie dans la phase aiguë? Est-ce que nous, on peut faire un dépistage simplifié? C'est ce qu'on se posait comme question avec mes collègues. Ouais. Après, nous, quand on récupère le patient en rééducation, souvent dans les comptes rendus des UNV, il y a marqué, alors je ne vais pas dire tout le temps, mais intérêt à dépister pour le syndrome d'apnée du sommeil parce que des saturations observées régulièrement sur la surveillance scopée. Après, il y a plusieurs études qui ont montré aussi qu'en post-AVC immédiat, il y avait une recrudescence du syndrome d'apnée centrale qui diminuait au cours du temps après. Et donc, je pense qu'en post-AVC immédiat, il y aura un taux d'apnée du sommeil très, très, très important. Et je ne sais pas s'il est légitime de prendre en considération ce taux important-là. Je ne sais pas trop. Après, je ne suis pas un spécialiste du sommeil. En tout cas, peut-être trop surestimé en phase aiguë. Je pense. Mais après, il vaut mieux surestimer que pas le prendre en charge du tout. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'études qui mettaient en place la PPC en phase très aiguë d'un AVC dans les 10 premiers jours suite à un AVC. Et là-dessus, ils montraient qu'effectivement, il y avait une prédominance des syndromes d'apnée centrale. D'accord. Voilà. Ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a une autre question, Aude? Mais après, par contre, sur le monitoring, si on suspecte, si on voit des désaturations assez importantes et qui se répètent, ça vaut le coup de programmer un dépistage. Peut-être pas immédiatement parce que en phase aiguë d'un AVC, je pense qu'il y a, je ne vais pas dire d'autres choses à faire, mais il y a le risque, le pronostic vital en jeu. Mais voilà, il faut penser à mettre dans un coin du compte-rendu ou prescrire d'emblée une polygraphie ventilatoire, une polysomnographie. D'accord. Donc, on a quand même tout intérêt à maintenir notre saturométrie sur le scope. Ouais. Et puis, si on constate des saturations nocturnes vraiment sévères, on programme Après, il y a aussi le fait qu'en post-AVC immédiat, le patient est en décubitus dorsal souvent. Oui. Et on sait que c'est un gros facteur de risque dans les syndromes d'apnée très sévères. Un tiers sont dits positionnels, à peu près. D'accord. Donc là-dessus, il y a un gros travail à faire. Après, les thérapies positionnelles, effectivement, c'est efficace, mais j'ai plus les chiffres en tête, mais c'est pas ce qui fait, c'est pas ce qui règle le problème, quoi. Est-ce que vous avez une notion, est-ce qu'il faut qu'on cible plus particulièrement la population des AVC du réveil? Parce qu'il y avait des liens qui avaient été mis avec justement la prévalence du syndrome d'apnée du sommeil et peut-être un élément déclenchant pour ces patients-là qui font leur AVC quelques heures avant le réveil ou une demi-heure avant le réveil en général. Alors, je ne m'en rappelle plus, j'avais regardé quand j'avais fait ma bibliographie, je ne voudrais pas vous dire de bêtises, je préfère botter un peu en touche, là je ne sais plus. D'accord. Ok, je vous remercie. Pas de souci, merci. Merci beaucoup à tous. Est-ce que vous voulez encore faire un commentaire sur vos différentes présentations?
Est-ce qu'on a d'autres questions sur l'ensemble des présentations? Oui. Attendez, est-ce que vous m'entendez? Oui. Je voulais juste signaler aux participants, merci pour ta présentation déjà, Christian, parce que c'était super clair et ça donne une bonne idée de l'activité sur la région. Et donc, prévenir que l'année prochaine, on risque d'avoir un petit peu de changement, en tout cas en Haute-Normandie, puisque l'unité neurovasculaire d'Évreux est fermée et donc plus de patients avec des transports secondaires, plus de prise en charge par télé-AVC. Je pense que c'est ce qu'on va voir apparaître sur les chiffres l'année prochaine. Merci. Et donc, on avait d'autres questions sur les quelques minutes qui nous restent. Oui, alors j'avais une question de Nizar Fredj, mais c'était pour Richard, qui n'est plus avec nous du coup, mais qui parlait d'un autre score qui a été publié récemment pour dépister les occlusions de large vaisseau, GAI2AA. Alors c'est un score qui a été fait par une équipe japonaise, mais en fait, ce n'est pas exactement la même chose de ce dont Richard nous a parlé, parce que là, c'est un score vraiment intra-hospitalier. Ça permettrait de détecter, une fois que le patient est arrivé à l'hôpital, au box d'accueil des urgences, c'est s'il y a des symptômes hémisphériques, donc avec une négligence, une aphasie, plus une fibrillation auriculaire. La spécificité et la sensibilité d'une occlusion de gros vaisseau est vraiment à plus de 80% avec ce score. Et en fait, le principe, c'est d'amener ces patients directement en artériographie, où ils auront un scanner rapide et ensuite directement l'artériographie pour effectuer la thrombectomie s'il y a bien une occlusion. Mais donc, ce n'est pas exactement la même chose. Richard nous parlait vraiment d'un score pré-hospitalier. Voilà, pour répondre à la question de ce participant. Merci. Pour respecter le temps, on va conclure ce premier webinaire format un petit peu varié de notre journée médicale annuelle. Je vous remercie une fois de plus à tous les participants, tous les intervenants, tous les gens qui nous ont suivis pendant cette heure et demie. Je m'excuse par avance des petits soucis techniques qu'on a pu avoir, mais c'était une première pour notre coordination. J'espère que ce ne sera pas la dernière fois. Étant donné qu'on ne sait pas trop comment se fera l'année 2021, on a essayé de reprendre pour ce premier webinaire quelques sujets qui avaient été évoqués pour apparaître lors de notre journée de mois de juin qui n'a pas eu lieu. Et je pense qu'on va retravailler pour voir si on peut continuer à puiser dans ce programme qui avait été élaboré par le comité scientifique pour la journée du mois de juin qui n'a pas eu lieu, pour éventuellement proposer un prochain webinaire sur d'autres sujets, un petit peu sur le même format, en trouvant toujours quelques petits axes d'amélioration. Sur ces axes d'amélioration, nous allons vous envoyer un petit questionnaire pour savoir comment ça s'est passé pour vous de votre côté. Est-ce qu'il y a eu des problèmes de connexion, ce qui malheureusement a pu arriver pour certains d'entre vous, et qui nous permettra d'affiner la réalisation du prochain webinaire. Voilà, encore merci à tous les intervenants. Ce webinaire a donc été enregistré et si nous avons l'accord de tous les intervenants, nous pourrons le mettre à disposition à partir du site et de la chaîne du AVC Normandie. Merci à tous, à très bientôt, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, au revoir.